Block Invest. Parlons investissement tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lock Invest. Ici, on parle d'investissement et d'immobilier. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Thomas, je suis investisseur immobilier. Je vis uniquement de mes biens immobiliers. Et aujourd'hui, nous allons parler des 15 règles que je suis au jour le jour. C'est un peu des règles de vie quelque part, mais pour l'entrepreneur. Et donc, ce sera le sujet du podcast. Mais avant tout, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés que j'accueille au fur et à mesure sur mon Insta et sur le podcast qui marche de mieux en mieux, à ma grande surprise. Donc merci à Romain, Mehdi, KV Jardin, Alexandre, SC7, Suléarne et après d'autres noms dont je n'arriverai même pas à prononcer. Et surtout merci à Julien du coup qui me coach pour m'avoir fait augmenter mon nombre d'abonnés avec une stratégie toute simple. Donc je le remercie ici publiquement. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, nous allons parler des règles que je suis au quotidien depuis que j'ai commencé l'immobilier il y a à peu près 14 ans. Donc ces règles, en fait, c'est quelque chose que tu peux utiliser aussi bien contre les arnaques. Donc petite référence à mon dernier podcast sur les arnaques. Et tu peux l'utiliser aussi pour ta vie d'entrepreneur et aussi pour la crise. Évidemment, là, nous rentrons en pleine crise au moment où je parle, donc c'est toujours la guerre. Peut-être que c'est terminé au moment où tu écoutes le podcast, mais là, je m'apprête à prendre l'avion pour Budapest. Donc, au moment où tu écouteras cet épisode, je serai à Budapest. Et donc, j'enregistre un peu en avance pour pouvoir avoir un peu de marge au moment de mes enregistrements. À savoir que quand l'on rentre dans des moments de crise comme celui-ci, c'est là que tu verras, on va dire, le vrai visage de certaines personnes. Moi, je vois surtout, point de vue immobilier, les agents immobiliers qui ont tendance à changer. Je vois des gens qui démissionnent, des gens qui font faillite, et même des gens qui volent des commissions à leurs collègues. Tu sais quoi, je vais en parler maintenant. J'en ai parlé rapidement dans une story Instagram où j'avais une discussion avec l'un de mes amis. Donc pour t'expliquer rapidement, sur le dernier bien que j'ai acheté, j'ai effectué une vente puis un rachat tout de suite après. Donc lors de cet achat-revente, quand j'ai contacté un agent immobilier qui avait rentré un bien, il partait en vacances, donc il ne voulait même pas me parler. Donc il m'a dit, ben écoute, tu n'as qu'à contacter ma collègue, c'est elle qui va s'occuper de tout. Eh bien, donc je la contacte. À ma grande surprise, en fait, c'est quelqu'un que je connaissais, enfin que je connaissais, que j'avais déjà vu. Donc je savais que c'était quelqu'un d'assez professionnel. Donc je fais la visite. La visite se passe très bien. On s'occupe de la négociation ensemble. On se met d'accord sur le prix. On s'occupe de la contre-visite. Et au moment d'aller chez le notaire, enfin même la veille d'aller chez le notaire, cette fille m'appelle pour me dire que elle ne viendra pas au rendez-vous parce que elle n'avait pas signé de mandat avec cet agent-là, qui sont dans le même groupe. Alors ils étaient sur Safety pour ne pas les nommer. Et donc ce monsieur avait rentré le bien, il lui avait dit du coup de faire tout le boulot, mais théoriquement tu es censé partager la commission si c'est toi qui plus ou moins trouve le client, parce que étant donné qu'elle me connaissait, ou alors si tu fais tout le boulot. Eh bien, cet homme l'a joué assez fine. Je voyais dès le départ que c'était quelqu'un qui manquait plus ou moins d'argent. Il était extrêmement pressé de vendre. Et là, je te parle pas du vendeur, je te parle de l'agent immobilier. Rien qu'à le voir, à sa façon de parler, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais raison. Et donc la veille, la fille m'appelle pour me dire qu'elle est dégoûtée, que vu qu'ils n'ont rien signé, toute la commission, ce sera pour lui. Et donc le jour de la signature chez le notaire, au moment où on voit le nom de celui qui doit récupérer la commission, je ne vois pas le nom de la fille qui a travaillé. Et donc je pose la question au notaire, mais excusez-moi, mais c'est qui ce monsieur? Parce que moi je ne le connais pas. Est-ce que la fille qui, elle, a travaillé, que j'ai vue de A à Z, n'est pas censée récupérer la commission? J'ai fait bien exprès de poser la question devant les deux notaires et il n'a absolument pas répondu. Donc ma notaire m'a dit discrètement, en fait, si tu veux, on était en visio, elle me dit discrètement, il répond pas.
Et donc il repose la question une deuxième fois et puis là on voit qu'il décide vraiment de garder le silence. À savoir que si tu es devant 2 notaires, c'est comme si tu étais devant, un juge. Donc en fait, c'est exactement, l stricto sensu la même chose. Donc si tu parles, eh bien, tu parles un peu contre toi, donc c'est un peu comme aux États-Unis, ça peut être retenu contre toi. Donc évidemment, bon, ben, il n'a rien dit et bien évidemment, j'ai de mon côté, j'ai signé le deal. Je n'allais pas signer, l'immeuble, en cours juste, parce qu'un mec allait, voler la commission de son agence, alors que bon, c'est pas vraiment mes oignons. Mais bon, quand même, je ne l'ai quand même pas oublié. J'ai des amis qui ont vu des annonces que cet homme a fait, alors un peu de façon illégale, parce que lui, c'est le genre de personne qui te met une annonce en ligne sans le DPE. Tu peux le faire seulement s'il n'y a pas le chauffage. Mais bref, lui, il met les annonces, un peu, on va dire, en avance. Et donc j'ai des amis qui m'ont contacté pour savoir si l'appartement était bien. Je leur ai dit: «Fais attention, l'agent immobilier, ce n'est pas quelqu'un de très honnête». Donc petite parenthèse pour dire que en ce moment, c'est la crise, donc tu verras, les gens, faire de plus en plus de magouilles. Donc voilà, il faut juste faire très attention, surtout dans le business. Mais comme je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, c'est, dans les crises qu'il y a des opportunités, mais encore faut-il les trouver. Mais bon, sans plus de transition, passons tout de suite aux 15 règles que je suis au quotidien. Alors tu verras, ce sont des règles très simples, mais qui bizarrement, les gens n'arrivent pas à suivre. Parce que au delà du mathématique, il y a aussi de l'émotionnel et même quand quelqu'un te dit, «Ah non mais moi plus tard, quand j'investirai en bourse, je mettrai pas d'émotionnel et tout pour avoir les meilleures performances». Tous les gens, qui m'ont déjà dit ça, évidemment, perdent de l'argent ou ont perdu de grosses sommes à cause des émotions. En fait, c'est facile de dire quelque chose, mais c'est vraiment dans les actes que l'on voit ceux qui s'en sortent ou pas. Donc règle numéro 1, règle absolue pour moi, c'est la cupidité est mauvaise conseillère. C'est bien de vouloir faire de l'argent, c'est bien de faire de l'argent, mais attention, quand tu vois qu'un investissement est trop beau pour être vrai, parfois, ben, en fait, tu fermes les yeux et beh, ceux qui t'arnaquent ou qui, se font arnaquer et arnaquent les autres, du style avec de belles commissions, eh bien, c'est juste par cupidité. Eh bien, c'est c'est le meilleur moyen de perdre tous tes potes et de faire aussi de mauvais investissements et de tout perdre. Donc attention, ne te coupe pas non plus quand tu as une belle opportunité, une belle entreprise, tu peux faire de l'argent, mais attention, ne fais pas de l'argent juste pour faire de l'argent, il y a quand même des valeurs un peu plus importantes que celles-là. Ensuite, règle numéro 2, l'argent, facile et rapide n'existe pas ensemble. Je précise bien ensemble, parce que l'argent facile, ça peut exister une fois que tu as ton patrimoine qui est complètement monté. Bah, écoute, la difficulté n'est pas très élevée et l'argent rapide peut l'être lui aussi, mais souvent, c'est, par des moyens illégaux ou alors extrêmement risqués et donc c'est l'un des leviers que utilisent la plupart des arnaqueurs, c'est argent facile et rapide et ensuite ils te donnent une excuse derrière. Pourquoi est-ce que ce sera facile et rapide? Beh, alors là, comme, le dernier épisode sur les podcasts, OK, c'est du trading, mais tu n'as pas besoin d'apprendre, donc c'est facile et ce sera extrêmement rapide parce qu'on va te prêter énormément d'argent, on va te prêter à coût de 100 000 € et donc voilà, tu as le mélange facile et rapide et donc quand tu as ce type d'investissement, c'est à fuir, tout de suite. J'ai déjà vu, des gens parler, de robots de trading et tout dans leur podcast et ils se demandaient: «Ah, est-ce que c'est une arnaque? On ne sait pas. Oui, il y a de grandes chances». Ben c'est simple, hein, facile, rapide. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu n'as pas de boulot à fournir et tu vas recevoir énormément d'argent. Bon, évidemment, si ça fonctionnait comme ça, ce serait vraiment magique, hein, ce serait vraiment bien, mais il y a toujours, une information que tu n'as pas. Donc voilà pour la règle numéro 2. Ensuite, règle numéro 3. Attention à l'impartialité des personnes, il y a un intérêt financier à te faire gagner de l'argent. Ça, c'est quelque chose que je vois tout le temps. Si quelqu'un te parle d'un investissement ou d'un placement et qu'il a un intérêt financier à te le faire, une commission ou un apport, quelque chose en nature qu'il va recevoir en échange, son impartialité, pardon, n'est pas neutre, donc à faire très attention. Alors, c'est pas forcément un red flag, mais
il faut que tu ailles voir quelqu'un de neutre ou carrément quelqu'un d'opposant, quelqu'un qui est vraiment à l'opposé ou qui a un avis négatif sur la chose. Et ensuite, c'est à toi de te faire ta propre critique. Donc, je vais te donner des exemples tout simples. Un jour, j'ai suivi une conférence où c'était une grande banque qui proposait, lors d'un amphithéâtre à des militaires, d'investir chez eux. Et sauf que, en fait, les placements qu'ils te proposaient, je les connaissais très bien. Il y avait des placements aussi bien financiers que dans l'immobilier, mais c'était des choses où celui qui gagnait le plus d'argent, c'était le banquier. Il te proposait une baisse d'impôt, sauf qu'en fait, les biens que tu allais payer n'allaient pas contrebalancer la baisse enfin, l'économie d'impôt que tu allais faire derrière. Et eux, par contre, ils avaient des commissions à coût de 10% à l'entrée, 10% à la sortie, ce qui est énorme, mais bon, voilà, ils avaient un intérêt financier à le faire. Un autre exemple, un jour j'ai on va dire une copine, une connaissance plutôt, qui me propose des placements, pareil, certains placements, mais elle me proposait pas le placement à moi, elle me disait: «Est-ce que tes amis, ils voudraient pas investir là-dedans?» En gros, elle me proposait, à ce que je dise à mes amis d'investir dans certains placements financiers et en échange, j'avais, quelque chose comme, je sais plus, 150 ou 200 € non, je crois que c'était même 500 € de commission, par personne, parrainée, personne, par client que je leur ramenais. Alors déjà, une commission aussi élevée, bon, déjà, c'est que généralement, il y a un loup. Et quand j'ai vu qu'elle a commencé à investir, je lui ai tout simplement dit: «Non, je suis désolé, mais moi, je ne vends pas mes potes pour 500 €». Et tu vois, cette personne-là, c'est une personne qui n'a pas d'amis. C'est une personne qui vraiment est très solitaire, qui apparemment s'est fait arnaquer par tous ses associés. Bon, j'aimerais bien parler aux associés pour avoir leur version, mais tu vois le type de personne que c'est, et en fait, quand tu vois le background que la personne a, tu te dis déjà, ça pue. Et là, elle te propose: «Non, mais je te donne 500 € si tes amis mettent de l'argent sur un truc dont tu n'en as pas entendu parler avant la dernière minute, là, au téléphone». Bon, quand c'est comme ça, quand on te propose quelque chose comme ça, tu dis: «Écoute, moi, je ne vends pas mes potes pour tel prix». Et là, ça coupe court à la discussion et beh, après, la vie reprend son cours beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc voilà pour la règle numéro 3. Ensuite, règle numéro 4. Maîtrise tes dépenses avant de considérer tes revenus pour tout nouveau projet. Alors là, en fait, c'est surtout ciblé pour les entreprises, les personnes qui commencent à vouloir monter des holdings, puis qui détiennent une SCI et tout ça. Alors pour ma part, je l'ai fait parce que j'en avais besoin, sinon je n'étais pas finançable. C'était l'une de mes clés que je connaissais. Mais attention, tu as beaucoup de personnes qui créent des holdings, mais enfin, qui ne devraient pas le faire. En fait, ils ont énormément de charges ou alors ils ont un nouveau projet. Ils partent tout feu tout flamme, ils investissent énormément dans le projet sans avoir de background derrière ou sans avoir de revenus, sans avoir de retour du marché. Imaginons que je crée un produit A, j'investis énormément dans le matériel et ensuite le jour où je viens, pour le vendre, en fait, j'ai créé une société, directement, alors avec d'énormes frais comptables et ensuite cette société, eh bien, tout ce que j'ai, c'est des frais, mais j'ai pas encore de clients ni de revenus. Voilà, alors il faut faire attention surtout aux charges. Donc au début, diminue au maximum les charges que tu as. Alors ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Tu en as beaucoup qui sont énormément dans l'apparence et donc en fait, leur but, c'est, de faire, on va dire, plus ou moins du marketing. Donc je dis pas que c'est mal, mais ils dépensent tellement dans les apparences qu'en fait, ils veulent garder un certain niveau de vie. Ils vivent à crédit, mais en fait, leurs produits, ils l'ont toujours pas, écoulé ni vendu et ça, c'est un énorme problème. Alors qu'à contrario, je vois des gens qui commencent tout petits. Ils commencent par vendre un premier produit, ils regardent les premiers tests. Ils vendent, peut-être un peu moins cher au début pour voir qu'est-ce que les clients, ont à dire de positif et de négatif. Et par rapport au produit, enfin par rapport à l'écoute du marché, ils améliorent le produit et donc par la suite, ils améliorent leur vente. Mais au départ, si il faut qu'ils vivent chez leurs parents euh, et qu'ils n'ouvrent pas d'usine directement, ou la société au début, ils ne créent pas de SAS, mais ils se mettent juste tout seuls en nom propre, eh bien, il faut que dès le départ, tu diminues au maximum les charges, autant que faire se peut. Aujourd'hui, en parallèle, je peux te donner l'exemple de l'immobilier.
aujourd'hui, ce qu'il faut que tu regardes, c'est les réglementations que tu as à payer et les taxes foncières qui sont en train d'exploser, toutes les charges au gaz et électricité qui aujourd'hui augmentent. Eh bien, il faut que tu puisses trouver des bâtiments où tu puisses diminuer ces frais-là. Moi actuellement, j'ai changé complètement de stratégie. Dans certains de mes biens, les communs sont branchés directement aux appartements vers lesquels on va mettre la lumière. Alors, peut-être que je l'ai mal dit, mais quand tu allumes, par exemple, j'ai un tout petit immeuble, par exemple, de 2 appartements, et dans les communs, il y a 2 interrupteurs. Eh bien, l'électricité n'est pas branchée sur l'électricité de commun parce qu'il n'y en a pas. Ça m'a évité l'ouverture d'un compteur électrique, surtout la mise en place. Et les deux compteurs que j'ai, en fait, si tu appuies sur l'interrupteur numéro 1, eh bien, tu as la lumière qui va jusqu'à l'appartement numéro 1. Et si tu appuies sur l'interrupteur numéro 2, ça va jusqu'à l'appartement numéro 2. Et donc, toi, ça t'évite des charges, ça t'évite énormément de frais supplémentaires. L'eau, pareil, il n'y en a pas dans les communs. Et donc, tous ces petits détails multipliés par le nombre de lots qui peuvent être conséquents, si tu veux les multiplier, eh bien, le jour où tu n'as pas de locataire, tu ne passes pas en négatif. Et c'est des produits aussi anti-crise. Je fais pareil aussi sur le fait de refaire payer la taxe foncière à mes locaux commerciaux. J'ai plusieurs locaux commerciaux et à la première occasion, en fait, je refais payer une partie de la taxe foncière, ce qui fait que ben, ça m'allège énormément sur les charges actuelles et ça m'augmente drastiquement aussi les rentabilités nettes de mes biens immobiliers, contrairement aux immeubles où je ne loue que des appartements tout seul. Donc voilà, ça c'était la règle numéro 4. Je pense que tu as compris. Fais attention à bien maîtriser tes dépenses avant d'avoir tes revenus pour tous les nouveaux projets que tu entreprends. Ensuite, règle numéro 5. Respecte les lois et règlements tant qu'ils ne sont pas immoraux et n'empiètent pas sur la liberté. Alors, évidemment, il faut toujours suivre autant que faire se peut la loi, même si on commence à être dans un pays communiste où eh bien, on fait tellement de lois que tu ne peux pas toutes les suivre. Donc, exemple concret, on te dit que tu ne peux pas louer si tu n'as pas un bon DPE. Mais donc tu veux refaire des travaux, mais la mairie va t'en empêcher parce que si tu refais l'isolation, eh bien tu n'as pas le droit d'empiéter sur l'extérieur. Et donc en fait, tu as des lois qui se contredisent. Et donc au final, eh bien, tu fais ce que tu peux. Donc dans tous les cas, tout ce que tu sais, c'est que tu vas perdre de l'argent, te faire taxer, ou enfin, dans tous les cas, il va arriver quelque chose qu'il ne faut pas. Dans tous les cas, en fait, tu vas perdre de l'argent. Donc, essaye de suivre les règles tant que tu peux, jusqu'au moment où elles deviennent complètement débiles. À ce niveau-là, moi, je t'avoue que je suis plutôt un pirate, donc bon, je suis pas forcément un exemple à suivre, mais ben, la plupart du temps, en fait, je me rends compte que j'avais raison. Règle très simple, quand tu fais rentrer un locataire dans ton appartement et que tu le préviens, je dis, écoute, moi, je garde quand même une clé au cas où il y aurait un problème, ben en fait ton problème, tu arrives à le régler eh bien, dans l'heure. C'est complètement illégal de rentrer chez ton locataire parce que c'est sa résidence, ce n'est plus la tienne. Mais la plupart des gens en fait le comprennent et en fait dans un monde comme ça où on fait des lois, dans un pays où on fait des lois inapplicables, eh bien à quoi ça sert des fois de les appliquer? C'est sûr que parfois on se pose un peu la question. Donc moi je suis mon propre chemin, tu vois, ces 15 règles, c'est un peu mes lois à moi que je suivrai corps et âme, quoi qu'il arrive. Mais les lois qui sont régies par notre gouvernement, quand tu vois que dans d'autres pays ça ne se passe pas du tout de la même façon et ça se passe mieux que chez nous, eh bien parfois oui, tu as tendance à t'approcher, on va dire, de la limite. Un autre exemple aussi, un jour je vois un agent immobilier qui met une annonce en ligne qui a 2 jours de visite alors que j'appelle seulement, on va dire, je crois, 4 heures. J'appelle seulement 4 heures après l'annonce. Le mec avait tellement d'appels sur l'immeuble qu'il avait, à partir du lendemain, 2 jours de visite. Donc en fait, je devais attendre 48 heures avant de voir l'immeuble. Donc je savais qu'il allait partir parce qu'il était extrêmement bas. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé où était l'immeuble. Je suis parti faire la visite sans l'agent immobilier parce qu'il y avait un local commercial, donc en fait, elle m'a donné accès à tout.
avec un peu de bagou, en fait, tu vois que tu peux arriver à tout. Et ensuite, une fois que j'ai vu l'immeuble, j'ai vu que le prix était bon, j'ai rappelé l'agent immobilier, je lui ai dit, je vous fais une offre au prix. Ce qui fait qu'il a annulé toutes les personnes, là, la quinzaine ou la vingtaine de personnes qui avaient prévu de visiter durant les 2 jours. Et donc, en fait, je suis passé devant tout le monde et j'ai finalement acheté l'immeuble. Tu vois, ça se fait pas trop, normalement, mais quand tu regardes le résultat, l'agent immobilier a eu son prix. Le vendeur aussi. Moi, j'ai eu mon immeuble. J'ai acheté cash. Bon, ben écoute, tout le monde était content. Les seuls qui sont lésés, c'est les 15 autres qui ont voulu visiter. Mais dans tous les cas, il n'y allait y avoir qu'un seul acheteur. Et ça allait être au premier qui parle. Et bien, pour que je sois le premier qui parle, en fait, c'était le premier qui visite. Et l'agent immobilier m'a dit, écoutez, moi j'avais déjà quelqu'un qui était prêt à l'acheter au prix, pour rien vous cacher, mais il attendait de visiter. En fait, moi, c'était pareil, sauf que eh bien, je me suis déplacé tout de suite. Donc voilà, les lois, les règlements, sois un peu un pirate, reste dans les clous. La liberté, c'est le truc le plus important pour moi et j'espère que ça l'est aussi pour toi. Donc évite d'aller en prison pour une connerie. Donc protège-toi bien comme il faut. Fais en sorte de rester dans les clous et puis jusqu'à que les lois soient vraiment complètement débiles. En fait, c'est juste une question de risque et de gain. Imaginons qu'on te dise, ok, ben voilà, cet appartement, vous pouvez pas le louer parce qu'il a un DPE pourri, mais le seul moyen, c'est de changer l'isolation et qu'on t'empêche de faire l'isolation. Si tu trouves quelqu'un qui veut quand même le prendre pour que toi, ça t'évite de te prendre la taxe sur les locaux vacants, bon, ben voilà, en fait, tu décides de quelle taxe tu veux, tu décides de comment tu fais. Tu regardes, ok, bon, ben si je suis pris en flag, moi je serai puni de combien? Bon, ben, voyons, imaginons, je dis n'importe quoi. Je me prends une amende de 5 000 € parce que le DPE est en G que je loue ça. Très bien. Par contre, les loyers qui me rapportent 10 000 € à l'année. Et le mec est content. Et je lui explique que je ne peux pas bouger parce que la mairie m'empêche de faire les travaux, à part à l'intérieur. Bon, ben écoute, l'un dans l'autre, tu vois, on est quand même tous d'accord pour dire que, ben, en fait, finalement, risque-gain, il vaut mieux que tu loues ton bien plutôt que de le laisser vide. Ou alors tu décides de le laisser vide et que on te dit ok, il y a une taxe énorme sur la taxe des locaux vides, mais par contre pour les résidences secondaires elle est moins élevée, et bien tu te mets ça en résidence secondaire juste pour changer de taxe. Aujourd'hui en France on en est là. Donc voilà pour la règle numéro 5. Donc la liberté des uns s'arrête là où commencent les autres. Et moi, je t'invite à suivre les lois et les règlements. Évite de tricher ou de magouiller. De toute façon, tu as une réputation à avoir si tu vises le long terme, comme la plupart des gens dans l'immobilier. Et si tu veux, de toute façon, grossir, avoir un gros patrimoine, la réputation te précédera toujours. Ensuite, règle numéro 6. Ne dévoile pas tes plans d'entreprise à d'autres personnes qu'à tes associés ou tes partenaires. Ça, c'est quelque chose, une erreur aussi que moi-même j'ai commis, où je vais dire, tiens, je vais faire ça, ça, ça. Tu as une sensation, tu sais, de faux accomplissement, et au final, tu fais rien. Donc, en fait, les gens qui avancent le plus, là où je le vois, moi, c'est les gens qui ne parlent pas de leur projet tant qu'ils n'ont pas vraiment avancé. Moi, par exemple, le seul projet dont je peux te parler actuellement, c'est le projet où je suis en train de faire une formation enfin une mini-formation sur les dossiers bancaires et sur le partage de mon logiciel bancaire pour que tu puisses enchaîner les crédits. Mais je peux en parler maintenant parce qu'en fait, le truc, je l'ai déjà commencé, toute la structure est faite et c'est pas quelque chose, c'est pas comme si j'attendais une tierce personne comme un banquier pour avoir mon crédit et où je suis pas sûr de l'avoir. La formation, je sais que quoi qu'il arrive, elle sera faite. Mais toutes les fois où je commençais à parler de gros projets ou comme ça, eh bien au final, ben, tu vois, le momentum est plus vraiment là et tu n'avances plus trop. Donc je t'invite à avancer en silence. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait. Mes amis se sont rendus compte du jour au lendemain que j'avais plus de 30 appartements, et alors qu'ils pensaient que je n'en avais que 4. Mais voilà, j'avance en silence. Moi, pareil pour mes anciens collègues à l'armée, ils savaient que j'avais de l'immobilier, mais tu vois, j'en parlais sans plus. Ils savaient que je m'y connaissais très bien, mais à aucun moment je leur disais au départ que j'allais tout quitter et que j'allais vivre de l'immobilier. Pareil pour les banquiers ou autres personnes qui ne sont pas dans mon système. Par contre, tous mes associés et tout ça,
évidemment, il faut qu'on en parle parce que le projet, il se fait avec eux. Donc voilà, la règle numéro 6, évite de parler de tes plans. Si tu veux vraiment avancer, avance et ensuite tu en parleras après. Moi, je vois trop de gens, des fois, j'ai déjà vu une fille pareille qui me dit, ouais, moi je fais ci, je fais ça. Et en fait, tu vois que c'est des gens qui sont diversifiés dans tout et n'importe quoi. Et c'est toujours les mêmes qui ne font jamais rien. Ensuite, règle numéro 7. Maintiens-toi en bonne santé physique et psychologique. Les deux sont très importants. Ton entreprise ne sera jamais plus solide que ton corps ou ton esprit. Si tu commences à faire un burn-out, eh bien, toi, tu es la base, tu es le socle de tout. Même si tu automatises au maximum, tant que tu es la base de ton entreprise, tu dois te maintenir physiquement en forme. Alors moi, j'avoue qu'en fait, tu peux pas l'être tout le temps. Il y a des moments en fait où tu es tout le temps que sur l'ordinateur ou alors sur des chantiers, tu n'as pas le temps de faire ton sport ou de faire ta méditation pour ceux qui en sont adeptes. Mais il faut le faire autant que faire se peut. Mais j'avoue que c'est quand tu es entrepreneur, tu es toujours irrégulier. Il y a des moments de sacrifice où tu dois sacrifier soit du temps, soit de l'argent, soit un peu ton physique. Mais il est important toujours de se recentrer à certains moments. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Je suis assez cyclique. Il y a des moments où je ne suis pas en phase d'investissement, où je me remets à fond au sport, où je me mets en mode routine, en mode calme. Et puis, il y a des moments où j'ai des projets et là, j'oublie tout et je ne fais que le projet nuit et jour. Alors attention, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas dormir la nuit, mais enfin, tu m'as compris, essaye de te maintenir physiquement et psychologiquement. Nous n'avons qu'un seul véhicule pour toute notre vie et c'est notre corps. Ensuite, règle numéro 8, prends du recul et remets-toi constamment en question. L'empathie, en fait, pour moi, c'est la plus grande des intelligences et il ne faut pas hésiter à voir qu'est-ce que ressentent les gens. Parfois, pour moi, c'est la chose la plus difficile. C'est pour ça que je prends des associés qui socialement sont plus intégrés que moi, on va dire. Mais par exemple, la personne avec qui je négocie des biens est très empathique. Et donc, en fait, pour négocier les biens immobiliers avec moi, c'est par elle que je passe parce qu'en fait, elle est extrêmement performante. Alors que là, moi, je sais tout de suite que je ne performe pas du tout. Là-dessus, je sais que je suis. Alors, je ne suis pas non plus mauvais parce que j'ai quand même 14 ans de background derrière moi. Mais pour toutes les erreurs que j'ai commises, c'est bien d'avoir des gens comme ça qui t'aident et qui te permettent surtout d'avoir énormément de recul sur tes faiblesses et par exemple aussi pareil sur tes nouveaux projets. Parfois, si tu es comme moi, tu pars tout feu tout flamme sur un truc, mais il faut toujours prendre du recul et te dire, attends, quelles sont les conséquences autour si je mets 90% de mon argent dans ce projet? Est-ce que ce serait pas mieux que je me mette sur l'autre projet à côté qui va me permettre de racheter le suivant, enfin voilà. Tu m'as compris, il faut vraiment prendre du recul. Pour ceux qui sont sur les marchés boursiers, c'est pareil. Quand tu vois que tu as d'énormes cracks, des trucs comme ça, souffle un moment, ne revends pas tes actions tout de suite, surtout qu'en ce moment, on a énormément de volatilité, on a énormément de personnes qui se font sortir du marché, et c'est bien de prendre du recul. Moi, ce qui m'aide le plus, c'est de commencer à lire un livre. Un livre, généralement, je lis beaucoup sur l'entrepreneuriat, sur les success stories, ce genre de choses. Et ensuite, en pensant comme ça, en lisant pendant plus de 20 minutes, et bien après, si tu veux, j'ai l'esprit très clair sur mes prochains objectifs, je suis énormément calme et en fait, j'arrive à prendre énormément de recul. Je vois mon business comme si j'étais au-dessus et non plus dedans. C'est vraiment l'état d'esprit que tu dois avoir. C'est comme si tu étais sur le toit de ton business et en dessous, tu vois tout le fonctionnement et tu vois ce que tu peux modifier sans émotion, sans voilà, il faut que tu enlèves tout l'émotionnel. Et moi, enfin, personnellement, le meilleur moyen pour moi, c'est de commencer à me lire quelques livres, quelques minutes, et après, je suis beaucoup plus calme. Et il faut éviter d'agir dans l'action et dans l'émotion. Il y a quelques moments où ça peut valoir le coup, mais généralement, en fait, 90% du temps, tu t'en sors beaucoup mieux si tu arrives à réfléchir, pas à froid, mais plutôt à chaud, et à prendre le temps de réfléchir sur tes prochains projets. Surtout quand tu commences à avoir de l'argent, si tu ne prends pas cette habitude maintenant, quand tu as un peu, pas beaucoup d'argent, tu vas perdre peut-être quoi, 5 10 000 euros, mais après quand tu commences à mettre des sommes comme moi sur la table, le jour au lendemain où je peux te mettre 100 000 euros, perdre 100 000 euros à mon niveau, pour moi, ça peut être vraiment fatal.
je peux revenir des années en arrière sur mes investissements et là, en fait, c'est une décennie de perdu où tu t'en veux et parce que tu sais que tu perds une décennie d'investissement, à la suite. Donc voilà, donc surtout prends du recul, c'est bien, de gagner de l'argent, mais c'est aussi très important de ne pas en perdre. Donc voilà pour la règle numéro 8. Règle numéro 9, abandonne tout élément, alors élément entre guillemets, qui te rend pas heureux, enfin qui ne te rend pas heureux ou qui te dévie de tes objectifs. Moi, mes objectifs sont assez clairs. Alors en ce moment, ils sont un peu plus flous parce qu'avec la crise, j'hésite à partir à l'étranger, à rester en France parce que je vois que j'ai de plus en plus d'opportunités. Mais bon, dans chaque crise, tu as des opportunités. Mais tout ça pour te dire que parfois, tu as des éléments, alors c'est souvent des personnes qui commencent à te dévier et parfois c'est très dur, mais il faut que tu te sépares soit des personnes, soit il faut que tu te sépares comment dire, de certains éléments. Tu vois que tu as de beaux investissements. Moi, je suis passé à côté de beaux investissements pour pouvoir garder mon cash pour les prochains investissements. C'est dur sur le moment, mais souvent, mais en fait, en prenant le recul, tu te rends compte que en te séparant de certaines choses, parfois tu peux avoir un business qui te prend 90% du temps et te ramène que 10% du business. Et bien parfois, il vaut mieux que tu t'en sépares. C'est dur sur le moment, mais si tu vois sur le long terme, enfin, toutes ces règles de toute façon sont faites pour une vision long terme, et bien en fait tu te rends compte que c'est parfois beaucoup mieux. Le fait de gagner 90% de ton temps pour seulement une perte de 10%, 90% de ton temps mis dans autre chose, ça peut vraiment valoir le coup. Moi, ça m'est arrivé même de me séparer d'une copine parce que elle me freinait, enfin, elle m'empêchait d'investir, je n'arrivais plus du tout à avancer. Si tu veux, c'était un peu mon opposé. Et je me suis dit, non, sur le long terme, ça ne va pas fonctionner. On arrête tout de suite plutôt que dans 50 ans t'en vouloir parce que je n'aurais pas atteint mes objectifs. Et enfin voilà, pour moi, ça aurait été l'une des pires choses, je lui en aurais voulu. Bon, il n'y a pas que pour ça que tu te sépares d'une personne, mais voilà, c'est l'un des éléments, ou même ça peut être des associés. Ça peut être très dur aussi de vouloir te séparer de tes associés. Bon, moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir les meilleurs associés du monde. Je mets énormément de temps pour les choisir, mais une fois que je les ai, ben, on se lâche plus. Mais sinon, pour le reste, en fait, si tu as des associés où tu sens que ça sent pas très bon et tout ça, bon, ben, fais en sorte d'avoir de contrats bien établis, de pouvoir avoir toujours une porte de sortie, et comme ça, ben, ça te permettra toujours au moins de mieux dormir la nuit. Et voilà, enfin, moi je suis quelqu'un déjà de minimaliste à la base. J'ai pas beaucoup de choses, j'ai des choses vraiment qui tiennent vraiment le coup, des choses solides, mais je n'en ai pas vraiment, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses. Je suis minimaliste à l'extrême. Donc voilà pour du coup pour la règle numéro 9. Ensuite, règle numéro 10, qui fait un peu écho à la 9, vise le long terme. Dans tout ce que je fais, je vise le long terme. Je pense toujours minimum à 20 ans. Tous les biens immobiliers que j'achète, même si je sais que la plupart je vais le revendre au bout de 7 à 10 ans, eh bien, je sais que je dois faire comme si je le gardais pendant 20 ans. Si j'ai un problème, si j'ai quoi que ce soit, est-ce que pendant 20 ans, je peux le garder? Est-ce que si, quand il y aura des crises, je pourrai quand même le garder et je serai heureux de ce que je possède pendant les crises? Je vise le long terme dans tout ce que je fais, dans tous les investissements. À chaque fois que l'on me propose un produit, à chaque fois qu'on me propose une arnaque, bah, quand je vise le long terme, je dis, bah non, là tu me proposes une solution à court terme où je vais gagner de l'argent là, mais en fait, je sens que ça pue, et sur le long terme, si je le propose ça à mes amis, je vais perdre mes potes. Non, non, je suis désolé, je prends pas le risque, je vise le long terme dans tout ce que je fais. Et en fait, ça aussi, ça forge quelque part aussi ta réputation. Je pense que c'est l'une des meilleures choses à apprendre. Ensuite, règle numéro 11, investis sur toi apporte la meilleure des rentabilités. Bon, là, je vais faire assez court, c'est simple. Quand tu investis sur toi, donc quand tu te prends des formations, eh bien, c'est ce qui va te rapporter le plus, même si c'est très difficile de le quantifier quelque part. Parce que tu investis sur toi, mais en fait, à quel moment est-ce que tu vois le retour sur investissement? C'est très difficile. Moi, j'ai déjà investi des milliers d'euros dans mes formations. Alors aujourd'hui, le résultat, c'est que je suis libre. Alors quel est le prix de la liberté? Quelque part, quel est le prix d'avoir quitté son boulot, d'avoir appris à monter des dossiers bancaires pour pouvoir continuer à investir en étant au chômage? Bon, ben, peut-être que je les ai payés cher, mes formations, mais aujourd'hui,
Ben, en fait, pour la liberté, ben, pour moi, ça n'a pas de prix, donc je suis très content de me former. Donc voilà, continue à lire des livres, à te former, je t'inciterai toujours à faire ça, et puis en plus, c'est le seul truc que l'on ne pourra pas te taxer. Ensuite, règle numéro 12, garde un esprit critique et ne pas suivre les effets en mode de foule. Donc ça, c'est les effets moutons. J'ai toujours été assujetti à l'inverse. Depuis vraiment tout jeune, j'ai toujours été à l'inverse on va dire, de l'effet mouton. Quand je vois toute une population aller vers un endroit, eh bien, j'essaie de regarder la chose de façon critique. Je prends toujours un petit moment de recul et ben, souvent, en fait, c'est comme ça que j'arrive à faire mes meilleurs coups, mes meilleures choses. La première fois, enfin, mon plus lointain souvenir, pour te dire, j'étais à l'école primaire. On nous demandait de faire un devoir soit le jeudi, donc qui était le lendemain, ou alors on pouvait attendre le vendredi, on était mercredi, on pouvait attendre jeudi ou vendredi pour rendre le devoir. Il y en a une, on va dire l'intello, qui a dit ah non, non, c'est bien, jeudi, ok, lendemain, ok. Donc du coup, tout le monde a suivi et la maîtresse ensuite a demandé ok, est-ce que quelqu'un veut vendredi? Ben moi j'ai levé la main et j'étais tout seul. Et j'ai dit ben non, moi je veux vendredi, je veux attendre, j'aime pas faire les devoirs. Et quand j'ai levé la main, je me souviendrai toujours, celui qui était à côté de moi dit ah ben moi aussi je veux. Et du coup, le deuxième a dit ben moi aussi je veux. Et puis ensuite, toute la classe a suivi et s'est dit ah ben non, en fait, ouais, non, en fait, c'est mieux finalement d'attendre un jour de plus. Et tu vois, c'était mon plus lointain souvenir et je fais exactement la même chose dans tous mes business, dans tout ce que je fais. Je ne suis pas, en fait, je suis pas trop assujetti à ces effets de foule. Quand tout le monde va à un endroit, ben, tu vois, par exemple, dans les soirées, tout le monde boit de l'alcool. Moi, je n'ai aucun scrupule à ne pas du tout boire d'alcool toute la soirée et devant tout le monde et refuser. Et si on me demande pourquoi tu bois pas d'alcool, je dis et toi, pourquoi tu en bois? Tu vois, c'est voilà. Je suis vraiment à l'opposé dans énormément de choses dans ma vie, mais bon, au final, si tu fais la même chose que tout le monde, tu auras les mêmes choses que tout le monde. C'est le fameux adage. Bon, le même résultat que tout le monde. Je pense que j'aurais pu le dire un peu mieux. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que l'effet mouton évite de les suivre. Ben, l'exemple où je t'ai dit que j'avais visité l'immeuble alors qu'il y avait 2 jours de visite avant où je devais attendre et je suis parti solo voir l'immeuble avant que l'agent immobilier me le propose, eh bien, sache qu'à l'époque, j'avais une copine à qui j'étais en train de dire, je dis non, là, je crois qu'il faudrait que je le visite avant pour avoir le bien. Et elle, je la voyais vraiment comme un mouton à l'époque, juste avant de la quitter. Elle me dit, mais non, tu peux pas faire ça. Au moment où elle m'a dit non, tu peux pas faire ça, c'est simple, je me suis levé de ma chaise et je suis directement parti visiter l'immeuble. Je lui ai même pas dit où c'est que j'allais. Et quand je suis revenu, elle me dit, mais t'étais où? J'ai dit, bah, j'ai visité l'immeuble. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Et en plus, alors, moi, c'est peut-être un truc qui est pas très bon chez moi, où j'ai peut-être un peu trop d'ego. Alors, je pense que ça peut être positif comme ça peut être négatif, mais si tu me provoques dans un truc, eh bien en fait, je vais y aller encore plus dedans. C'est comme mon sens de l'humour. Si, si tu me proposes un truc, surtout tu parles pas de ça à cette personne, c'est le premier truc que tu peux être sûr, c'est que je vais lui en parler. Donc voilà, donc c'est évite de suivre l'effet mouton. Je sais que c'est pas facile, c'est bien d'avoir une ouverture d'esprit pour ça, d'aller dans plusieurs pays, voir que tu vois tout de suite que les mentalités de tout un pays sont souvent les mêmes, suivant le pays où tu es. Et je me dis mais c'est quoi qui fait la différence? Parce que là il y a juste une frontière entre les deux, il y a juste de la terre. Et c'est bizarre que tout le pays pense exactement la même chose. Là politiquement, quand je vais en Hongrie, ils pensent tous comme des gens de droite, et quand je vais ici en France, la majorité des gens pensent comme des gens de gauche. Bon, bien sûr, je ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je te parle pour tous ceux qui sont en poste au gouvernement. Voilà, pour un exemple très concret. Mais voilà, enfin, tout ça pour te dire que tout un pays ne peut pas avoir le même avis. C'est pas possible. En fait, c'est souvent des effets de foule. Et je suis très content de ne pas être assujetti et d'être plutôt un pirate sur ce type d'état d'esprit. Donc voilà pour la règle numéro 12. Ensuite, règle numéro 13. Garde autant que possible le contrôle à 100% de tes investissements et évite au maximum les intermédiaires. Plus tu as d'intermédiaires, plus tu vas payer cher. Quand tu vas donner de l'argent à ton banquier pour qu'il investisse, ton intermédiaire, c'est le banquier. Quand tu investis sur des SCPI, eh bien en fait, tu vas investir sur quelqu'un qui va prendre ton argent, qui va le donner à une société qui, lui, va gérer ton bien immobilier. Tu as genre 3-4 acteurs dedans. Et tout ça, ce sont des intermédiaires
qu'il faut éviter au maximum. Alors après, ça dépend de la taille de ton entreprise, mais quand tu commences petit, tu peux absolument tout gérer toi-même. Même si tu as un boulot en 35 heures, tout ce que tu as en immobilier, si tu es en dessous de 2 millions d'euros, crois-moi, tu peux tout gérer toi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir d'agence. Moi, c'est l'une des erreurs aussi que j'ai commises. Pendant un temps, au début, j'avais utilisé des agences immobilières alors que je pouvais le contrôler moi-même. Alors, la petite différence, c'est que parfois, je partais 6 mois à l'étranger quand j'étais militaire, quand je partais en mission. Je n'étais pas forcément très disponible, donc ça m'a quand même servi. Je ne le regrette pas non plus, mais j'aurais dû reprendre tout de suite la main le jour où j'ai quitté l'armée et j'aurais pu gagner des milliers d'euros en plus. Surtout que, bon, c'est de l'immobilier, ça ne te prend pas énormément de temps. Donc ça, c'est pour la partie des intermédiaires et pour la partie de garder le contrôle, moi je fais en sorte d'avoir toujours une roue de secours. Déjà sur les investissements que j'ai, actuellement je possède au minimum 50% des investissements pour avoir la main dessus. Heu, je sais que sur les prochaines SCI, quand elles seront montées au nord, si ça se fait, parce que je ne sais pas si ça va se faire, mais avec mes associés, on sait tout de suite que, personnellement, je n'aurai que 25%. Mais alors je garde quand même le contrôle sur mes parts, je garde quand même un vote. Mes associés, en revanche, par contre, gèrent le bien à ma place. Donc c'est pour ça que je n'aurai que 25% dans la stratégie actuelle. Enfin voilà, c'est une stratégie personnelle, mais tout ça pour te dire que je garde, même si je n'ai que 25% en échange, c'est eux qui gèrent le bien. Mais si ça se passe mal, eh bien, je peux tout de suite revendre mes parts et garder le contrôle. Moi, c'est ma SAS qui contrôle les SCI qui sont en dessous. Et, mais dans tous les cas, je fais en sorte de garder un maximum de contrôle sur mes investissements. La plupart des gens qui se font arnaquer, c'est pareil, ils mettent de l'argent à un endroit où ils n'ont pas le contrôle. La plupart des gens, en fait, mettent de l'argent sur un site web où ils connaissent pas du tout. Souvent, tu es blacklisté par l'AMF, mais bon, ça, les gens n'ont pas le réflexe de vérifier, donc ils envoient de l'argent sur un truc qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Mais bon, tant qu'ils ont un chiffre affiché sur le site internet, ils pensent que l'argent est à eux. Et donc ça, c'est vraiment, tu vois, anti-arnaque, franchement, après la cupidité et mauvaise conseillère, garder le contrôle de ton argent à 100%, je pense que c'est l'une des meilleures choses à faire. Il faut que tu comprennes dans quoi tu investis. Tu vois, c'est très différent de mettre ton argent en bourse dans un vrai broker qui existe depuis plus de 10 ou 20 ans. Là, tu sais que tu as des assurances. Le truc, il ne peut pas faire 10 ans, plus de 10 ans sans être quelque chose d'honnête. Et tu sais que tu peux vendre très vite. Alors pareil, tu as des centaines de brokers. Pour moi, il y en a très peu qui sont viables. Il faut que tu prennes ceux où les frais ne sont pas cachés, où tu as le moins de frais, où tu puisses vendre très vite et tu peux récupérer ton argent aussi sans frais. Parce que tous ces trucs, tous ces petits frais cachés et tout ça, pareil, ce sont des pertes de contrôle pour moi. C'est surtout des intermédiaires supplémentaires, mais comme exemple, tu as Interactive Broker et de Giro. Tu vois, ces deux-là, je sais que je peux te les conseiller parce que tu n'as pas de frais cachés et les frais qu'ils ont sur leurs produits actions et ETF sont extrêmement bas. Donc voilà, pour faire le parallèle avec la bourse et pour le parallèle avec l'immobilier, essaye de contrôler au maximum ce que tu as comme bien immobilier. Il vaut mieux que tu achètes en direct plutôt qu'en SCPI. La SCPI, c'est pas forcément mauvais, mais ces derniers temps, on a vu que la plupart s'étaient effondrés. Les gens ont perdu énormément d'argent, mais ils n'ont pas le contrôle. Et si tu veux revendre tes parts, bien, il faut que tu trouves quelqu'un. Bon, après, tu me diras, c'est toujours comme dans l'immobilier. En ce moment, c'est la crise, donc c'est difficile. Mais moi, je préfère avoir le bien physique, avoir vraiment la pierre, plutôt que d'avoir du papier. Alors, SCPI, tu peux quand tu as beaucoup d'argent, que tu n'as pas le temps de gérer. Chaque personne est différente, mais autant que faire se peut, essaye de garder le contrôle de tes investissements et d'arriver à suivre où va l'argent. Si tu perds un moment de vue où passe ton argent, c'est qu'il y a un problème. Donc, bon, généralement, c'est quand c'est dans des arnaques, mais bon, ça, tu l'auras compris. Donc voilà pour la règle numéro 13. Donc garde autant que possible le contrôle sur ton argent et tu évites un maximum les intermédiaires. Ensuite, règle numéro 14. Utilise le focus au détriment de la diversification. Ça, c'est un élément que très peu de personnes comprennent. Tous les gens te disent dans l'investissement, il faut se diversifier. Moi, je suis à l'opposé de ça. Je suis actuellement presque 100% IMO. Je l'ai été pendant très longtemps.
j'ai commencé à me diversifier seulement après 10 ans de focus sur l'immobilier. Et encore, tu vois, je pense que je risque même de rebasculer 100% immobilier parce que je vois que j'ai de très belles opportunités. Et rebasculer à 100% sur l'immobilier, c'est là où je fais vraiment mon pain plutôt qu'en bourse. La bourse, c'est vraiment pour avoir un peu plus d'argent de côté et le faire fructifier. Mais à mon niveau, je suis un peu plus, je suis à plus d'1 million d'euros, mais même, tu vois, tant que tu es en dessous d'1 million d'euros, ça ne sert à rien de te diversifier. Pour moi, il faut faire le focus, avoir au moins 10 000 euros par mois. Moi, aujourd'hui, je suis content, j'ai attendu d'avoir 10 000 euros par mois pour pouvoir commencer à me diversifier. Tu vois, il m'a fallu 10 ans pour y arriver. Et même encore là, je me dis que parfois, bah, je vais rebasculer 100% IMO pendant un laps de temps quand même un peu plus court parce que la diversification n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas mauvaise quand tu as une crise. Mais enfin, quoique le focus n'est pas mauvais non plus quand tu as une crise parce que ça dépend aussi de l'actif que tu achètes. C'est toujours pareil. L'immobilier, ce que j'aime bien, c'est que c'est un produit aussi anti-inflation. Mais bon, nous sommes en France, on est un pays très endetté, et bon, bah, comme tu le sais, ça risque d'aller mal pour tout le monde et même pour l'immobilier. C'est juste que niveau inflation, je suis quand même content que ça fonctionne mieux. Mais j'ai envie de te dire aussi, quand tu touches le fond, quelque part, eh ben, au bout d'un moment, tu as une remontée. J'ai eu ça, en fait, j'ai l'impression de me retrouver comme il y a 10 ans, en 2016. Plus personne n'achetait d'immobilier. Moi, je continue à acheter. Bah, après, c'est peut-être parce que j'étais pas du tout formé, je savais pas ce qui se passait, mais j'achetais normalement. Et ensuite, quand il y a eu la remontée des prix immobiliers, eh bien, quand j'ai revendu mes biens, eh bien, un peu moins de 10 ans plus tard, eh bien, je peux te dire que j'étais très heureux, j'ai fait de très belles plus-values, mais en fait, j'ai acheté quand personne ne voulait. Aujourd'hui, je continue à acheter alors qu'il n'y a personne sur le marché. Et là, je le vois déjà l'année prochaine, pendant les prochaines élections, où ils vont te parler d'immobilier. Là, ils commencent à te parler un peu d'immobilier, oh, les taxes foncières sont chères et tout ça. Bon, on verra, bon, il faudrait juste qu'ils annulent beaucoup de choses. Il faudrait juste qu'ils annulent les dernières lois et l'immobilier pourrait repartir très rapidement. Mais voilà, comme je te dis, le plus gros problème qu'on a pour moi, c'est l'endettement de la France qui est vraiment exorbitant et on a des impôts tellement élevés en fait qu'on ne peut plus les augmenter. Les gens commencent à ne plus avoir d'argent à la fin du mois. Là aujourd'hui, moi je vois mes locataires, ils commencent à plus avoir d'argent en milieu de mois, donc ça commence à être de plus en plus chaud, surtout moi qui suis extrêmement exposé. Là, je suis surtout en train de réduire mes endettements pour pouvoir passer les crises facilement. Voilà où c'est que j'en suis actuellement. Mais bon, chacun sa stratégie, tout ça pour te dire que la diversification c'est bien, mais je te conseillerais toujours le focus et une fois que tu as réussi à avoir un truc où tu as 10 000 euros par mois, là tu peux passer sur la stratégie suivante. Bon après attention, si tu fais le focus sur un truc mais que tu n'es pas sûr que ça fonctionne ou voire même que ça fonctionne pas, attends pas, passe au prochain truc et reste focus pardon, sur le prochain investissement. Et ensuite, pour finir, règle numéro 15, méfie-toi des apparences. Alors ça, je tiens vraiment à en parler parce que je me suis fait avoir moi aussi. Je me suis plus ou moins associé à une personne qui n'avait pas d'argent et tu vois, j'ai mis plus de temps que j'ai l'habitude. Normalement, j'arrive très vite à cerner les gens sur leur niveau financier, par rapport à la façon de parler, par rapport à ce qu'ils achètent le type de choses qu'ils achètent, j'arrive à avoir l'intelligence financière qu'a la personne et j'arrive à avoir le niveau financier. Et quand je vois quelqu'un qui arrive à acheter une grosse voiture, je me dis, ok, il a eu l'argent pour acheter la grosse voiture, peut-être qu'il a à crédit, je sais pas, peut-être qu'il a acheté cash, mais tu vois, ça arrive, je vois quel est le niveau minimum financier que cette personne possède. Mais ça ne veut pas dire que cette personne a énormément d'argent. Et j'arrive maintenant vu que je suis passé dans toutes ces phases, vraiment de la faillite à millionnaire, j'arrive à voir à quel moment tu es à tel niveau de finance. Et un jour, je me suis associé à une personne pour une tierce entreprise qui est autre que l'immobilier. Et je me rendais compte que elle avait un problème avec le professionnalisme. Et cette personne, en fait, si tu veux, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas forcément énormément d'argent. Elle a de l'argent, si tu veux, qui rentre, mais il sait toujours,
elle vise pas du tout le long terme. Si tu veux, sur les 15 règles que je suis, elle en suit même pas deux, tu vois. Elle vise pas du tout le long terme. La cupidité, elle se fait arnaquer tous les 3 jours. Tout ce qu'elle monte, ça se démonte le mois suivant. Un coup, la personne va te vendre des fenêtres. Le lendemain, elle va te vendre, je sais pas, des photos. Le surlendemain, elle va te vendre un bien immobilier. Enfin, elle va être courtière. Enfin, tu vois, c'est toujours trop diversifié, déjà, dès le départ. Aucun focus. C'est une personne qui fait tout, donc ça veut dire qu'elle ne fait strictement rien. C'est tout dans les apparences. Donc au début, en fait, tu peux facilement te faire avoir parce que tu te dis, oh putain, ouais, voilà, je vois que sur Instagram, ok, bon, c'est qu'Insta, mais ok, elle fait ci, elle fait ça. Mais en fait, tu te rends compte, dans la réalité, quand tu es à côté de la personne, qu'en réalité, bon, ben, elle a une voiture, mais elle a du mal à faire le plein. Ok, bon, ben, quand on se déplace, ben, elle a du mal à payer des trucs. Et là, tu te dis, ou alors quand elle est sur, par exemple, je dis n'importe quoi, un jet privé, ben, tu te rends compte qu'en réalité, c'est pas elle qui a payé. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et c'est facile de se faire avoir par les apparences. Et en fait, il n'y a que l'argent qui pourra vraiment te dire, regarde, la façon de parler, tu peux encore te faire avoir, parce que ça fait partie des apparences. Mais regarde vraiment où met l'argent, où c'est que vit la personne, comment est sa voiture, qu'est-ce qu'elle paye vraiment au quotidien. Et là, tu pourras très vite voir son niveau d'argent. Moi, j'ai déjà des gens qui m'ont dit qu'ils avaient de l'argent. À les entendre parler, en fait, je voyais que il y avait un truc qui clochait. Je me suis dit, bon, personne ne dit qu'elle a de l'argent. Je pense qu'en fait, elle en a beaucoup moins que ce qu'elle dit. Et à chaque fois, ben, en fait, je me suis rendu compte que j'avais raison et que au final, ben, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les apparences et t'en as d'autres, après, qui assument totalement, qui te disent aussi qui, à l'inverse, non, j'ai pas du tout d'argent. Et puis, ils vont avoir une Rolex à la main. Ah non, mais j'ai pas d'argent, moi, en fait, j'ai acheté ça parce que sur le moment, je pouvais, mais là, j'ai rien. Bon, voilà. Ça dépend, pour certains, ne pas avoir d'argent, ça veut dire avoir que 100 euros sur le compte. Et d'autres, ne pas avoir d'argent, ça veut dire, ok, ben, après avoir épargné 1000 euros ce mois-ci, ben, j'ai plus rien sur mon compte courant, tu vois. C'est des états d'esprit différents, mais il faut arriver encore à les déceler. Mais voilà, donc si tu t'associes avec quelqu'un et qui est à fond sur les apparences, essaye de voir quel est vraiment son patrimoine, son entreprise. Tu peux essayer de trouver son bilan. Les bilans, eux, ne mentent pas. Même si tu peux un peu tricher dessus, on va dire, mais généralement, tu peux pas énormément tricher, donc tu peux vraiment te rendre compte de qui est la personne derrière les apparences. Et ça, parfois, c'est important parce qu'en fait, souvent, ben, la personne dont je te parlais, c'était tout dans l'apparence, et tu vois, c'est le genre de personne à aller tromper son conjoint sans vergogne. Donc voilà, c'est le genre de personne avec qui il ne faut surtout pas s'associer. Et pour info, c'est cette personne qui m'a dit ouais, j'ai eu 5 associés, les 5 m'ont trahi. Là, ce jour-là, tu vois, j'ai tilté, je me dis ok, bon, à l'armée, on avait un adage où on te disait ok, quand on te dit que quand tu penses que tous les autres sont des connards, c'est que les connards, c'est peut-être pas les autres. Bien, donc je te récapitule les 15 règles. Du coup, la numéro 1, la cupidité est mauvaise conseillère. Règle numéro 2, l'argent facile et rapide n'existe pas ensemble. Règle numéro 3, attention à l'impartialité des personnes qui ont un intérêt financier à te proposer quelque chose. Règle numéro 4, maîtrise tes dépenses avant de considérer tes revenus pour tout nouveau projet. Règle numéro 5, respecte les lois et règlements tant qu'ils ne sont pas immoraux ou n'empiètent pas sur la liberté. Règle numéro 6, ne dévoile pas tes plans d'entreprise à d'autres personnes, autres que des associés ou partenaires. Règle numéro 7, maintiens-toi en bonne santé physique et psychologique. Règle numéro 8, prends du recul et remets-toi constamment en question. Règle numéro 9, abandonne tout élément qui ne te rend pas heureux ou qui te dévie de tes objectifs. Règle numéro 10, vise le long terme, l'une des plus importantes. Règle numéro 11, investir sur soi apporte la meilleure des rentabilités. Règle numéro 12, garder un esprit critique et ne pas suivre les effets de mode et de foule, donc l'effet mouton. Règle numéro 13, garde autant que possible le contrôle sur tes investissements et évite au maximum les intermédiaires. Règle numéro 14, utilise le focus au détriment de la diversification. C'est là que tu feras plus d'argent. Et règle numéro 15, méfie-toi des apparences.
Bien, et bien écoute, nous arrivons presque à 1 heure de podcast. Je suis content de l'avoir tourné. En plus, je l'ai tourné très rapidement. Je pense que oui, j'ai fait très peu de cuts. Désolé si je bafouille, je sais que je les ai laissés. En attendant, je ne sais pas encore si j'aurai le temps de faire un podcast dans les 15 prochains jours. Mais en attendant, j'étais très heureux de te partager, écoute, les règles que je suis au fur et à mesure tout le long de ma vie entrepreneuriale. Même si je sais très bien que je suis jeune, je n'ai que 14 ans, entre guillemets, de vie entrepreneuriale. Étant donné que j'étais aussi militaire en parallèle au début, je ne suis qu'un baby, on va dire. Je ne suis qu'un baby qui peut t'apprendre à gagner 1 ou 2 millions, même en étant au chômage. Donc si tu es intéressé, j'en profite pour le passer maintenant, si tu es intéressé pour le dossier bancaire et le logiciel de la banque, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Tu n'as qu'à m'envoyer le mot dossier et je comprendrai tout de suite. Merci aux abonnés, merci aussi à Julien de me partager tes connaissances pour augmenter mon nombre d'abonnés automatique. Je ne savais pas du tout comment ça marchait. Je suis une bille sur Internet et de toute façon, c'est pas mon métier premier. Donc voilà pourquoi je ne sais pas si dans 15 jours tu auras un prochain podcast parce que je serai en Hongrie en train de faire des affaires. Mais bon, ça pareil, c'est encore une autre histoire. Donc je te remercie de m'avoir écouté et en attendant, n'hésite pas à t'abonner, à partager l'épisode, à poser tes questions si tu as besoin. Et en attendant, eh bien, je te dis peut-être à dans 15 jours pour le prochain épisode, et sinon ce sera un peu plus tard. Allez, salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, à LocInvest.